Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le 15 février 2017. Bienvenue au journal de 20h. Installation ce mercredi des membres de la Commission nationale de la législation et de la codification. Leur principale mission, analyser les textes de loi. C'est à un nouveau chef d'arrondissement, son nom Albert Koudoumi. Il remplace Justine Torsou, dont l'élection a été annulée par la Chambre administrative de la Cour des comptes. Et puis c'est parti pour la semaine du livre béninois de jeunesse La Célibège, une semaine pour promouvoir le livre et amener les jeunes à s'y intéresser. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont plus de 50. Ils siègent désormais à la Commission nationale de la législation et de la codification, une instance créée par le gouvernement. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé à leur installation ce mercredi à son ministère. Reportage Rebecca Kenjaronde, Jérôme Rongbo. Je vous déclare installé dans vos missions, dans vos fonctions. La Commission nationale de la législation et de la codification est un organe interministériel créé par le gouvernement, mais élargi aux autres composantes de la société. Sa mission repose sur 3 piliers. La Commission est chargée de regarder dans la législation béninoise où il y a des insuffisances. Lorsqu'elle ressent à tel ou tel autre niveau qu'il y a de l'insuffisance, elle peut faire des propositions au gouvernement. Deuxième mission, lorsque ce n'est pas elle-même qui élabore les avant-projets et que les avant-projets sont élaborés au sein des ministères, son rôle, c'est de prendre ces projets-là et de dire ce qu'elle en pense. C'est ça qu'on appelle donner des avis sur les avant-projets de loi. Troisième mission, c'est de faire de la codification. C'est-à-dire que lorsque vous avez une matière sur laquelle vous avez plusieurs lois, vous avez plusieurs règlements, vous pouvez essayer de les rassembler, les codifier pour en donner une lisibilité. C'est un outil technique mis à la disposition du gouvernement, mais aussi un espace de dialogue entre les représentants de l'État et les organisations qui ne sont pas dans cette sphère. La première recommandation, c'est l'humilité des uns à l'égard des autres. C'est parce que la contribution de chacun est nécessaire qu'il a plu à l'autorité compétente de faire en sorte que la commission soit tout aussi diverse. Deuxièmement, la disponibilité. Je voudrais espérer que votre disponibilité, votre présence, votre professionnalisme seront telle sorte, telle qualité que le gouvernement ne pourra pas se passer de vous. Les membres de cette commission sont installés à un moment où sont entamées des réformes législatives capitales, d'où a priori l'importance de la mission à eux assignée. C'est dans le département du Mono à un nouveau chef d'arrondissement. Il s'appelle Albert Koudoumi. Ses pairs conseillers l'ont élu par acclamation ce mardi 14 février 2017. C'était en présence d'une délégation préfectorale. Cette élection fait suite à la décision d'annulation de vote de Justine Torsou par la Chambre administrative de la Cour des comptes. Henri Fachinan, Évariste Zomaron pour le point de cette élection. La Chambre administrative de la Cour des comptes rendant son verdict d'annulation de vote a modifié la composition du conseil communal de Kouyogbé. Kossivi Alagbé, 3e sur la liste AND, est racheté au détriment de Justine Senou-Tossou de l'Alliance Éclaireur qui jusque-là était la seule femme du conseil communal et précédemment chef d'arrondissement de Sé. Elle quitte donc le collège des conseillers et cède son fauteuil de CA à Albert Koudoumi. Il a été élu par 10 des 17 membres du conseil communal réunis en séance le mardi 14 février 2017. Je suis très ému de ce vote ce jour-ci. Cette élection s'est déroulée dans une bonne ambiance, un motif de satisfaction salué par la délégation préfectorale et l'ensemble des conseillers. L'élection s'est très bien déroulée. Koudoumi, Albert a été élu CA pour 10 voix sur 17. Son challenger a obtenu 5 voix sur 17.
Le maire de Kouyogbé, Syriac Domingo, regrette l'absence de l'unique femme conseillère de la commune de Kouyogbé. La partie adverse qui se dit opposition n'a pas voulu que la dame reste avec nous. Le leader a lutté pour faire partie de cette dame. Le leader nous a fatigués. Moralité, autant la loi peut faire souffrir les uns, autant elle peut rendre heureux les autres lorsqu'elle s'applique. Au Conseil économique et social, le président a reçu en audience le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, ainsi que le réseau des organisations de la société civile. Le compte-rendu est signé Mylène Fanou et Jérôme Rongbo. Le réseau des organisations de la société civile pour les objectifs de développement durable est né en décembre 2016. À cette audience, la présidente est allée présenter les objectifs de développement de son organe. Le président, il nous a accueillis favorablement, il nous a félicité d'être né, il a apprécié le fait que notre réseau quitte depuis le sommet et a des ramifications jusqu'au niveau local. Ce qui est la toute première fois qu'on a un véritable réseau de ce genre au Bénin. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'espace UEMOA est un creuset de réflexion sur le secteur de la formation technique et professionnelle des jeunes. La 7e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle qui s'est tenue à Bamako a pris certaines résolutions, on va dire politiques. La première décision a été de confier au leadership du président malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta, de porter donc le leadership de la formation des jeunes et de leur insertion économique au sein de l'espace UEMOA, au même titre que les autres pays portent d'autres thématiques. Il a également sollicité une introduction par les autorités auprès des pairs de l'UEMOA. La deuxième décision politique, c'est la mise sur pied d'une mission de haut niveau composée de 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Sénégal, qui président le cadre de concertation. Et cette mission de haut niveau va sillonner les 8 pays de l'UEMOA pour rencontrer les chefs d'État de chacun de ces pays et porter à leur niveau un plaidoyer en termes de financement des initiatives du cadre de concertation, donc financement renforcé de la formation des jeunes et de leur insertion économique. Donc voilà des informations que je suis venu porter à la connaissance de l'autorité. L'ALAD NE, c'est l'association des leaders pour l'appui au développement de la commune d'Avrancourt. Il s'agit d'un creuset des forces vives de la commune qui se propose de réfléchir sur les actions à entreprendre pour sortir la localité d'Avrancourt du sous-développement. Le compte-rendu de l'Assemblée générale constitutive avec Guillaume Avienou et Brice Rongbo. Une minute de silence observée en mémoire des acteurs du développement de la commune d'Avrancourt à la cérémonie de présentation des membres du bureau de l'ALAD, l'association des leaders pour l'appui au développement de la commune d'Avrancourt. Durant 2 jours, des personnalités de la dite commune d'obédience religieuse et d'appartenance à des catégories socio-professionnelles diverses se sont retrouvées pour réfléchir au devenir de la commune. À la tête de l'association apolitique, selon ses géniteurs, Fassinou Monou. C'est lui qui va diriger l'équipe de 17 membres devant définir des stratégies et actions pour sortir Avrancourt du sous-développement. À travers cette association, nous devons œuvrer dans le sens de la réduction des misères de nos communautés. Il nous faut affronter des difficultés et tout faire pour éviter le virus de la division. Ensemble, nous serons plus forts. Unis, nous serons invincibles. Quant aux leaders engagés, je ne saurais trop vous recommander d'être opiniâtres. L'ALAD, l'association des leaders pour l'appui au développement de la commune d'Avrancourt, veut donc fédérer les énergies pour proposer aux filles et fils de la localité un autre visage de la commune, loin des clichés actuels.
Atelier de restitution de la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Un atelier pour rendre compte des résultats de l'étude complémentaire sur le système de gestion énergétique des radios communautaires et des centres multimédia communautaires de Bembereke et de Niki. Le lancement des 10 travaux a eu lieu en début de semaine. C'est à Parakou. Le compte-rendu est signé Fallon Kisezounon et Alexis Assogba. C'est en 2015 qu'une étude a été initiée par la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, pour réfléchir sur la gestion de l'énergie dans les radios communautaires. Une problématique qui, depuis un certain temps, constitue une préoccupation pour ces radios. Une partie des radios avait fait objet d'études sur le plan de la gestion de leur système d'énergie parce que les radios étaient confrontées à ces difficultés. Il était donc devenu nécessaire de faire une étude complémentaire. Les informations liées à toutes les radios soient réunies pour que les dispositions qu'il faut pour la sécurisation énergétique des radios soient effectives. 4 aspects spécifiques ont conduit l'étude menée par la société Essorica. Il s'agit dans un premier temps de faire une étude complémentaire dans les 25 radios, d'évaluer les CMC de Niki et de Bembereke, de réfléchir sur comment introduire l'énergie solaire dans les radios. Et enfin, il fallait réfléchir sur comment déplacer le pylône de radio Saber qui a rejoint ces nouveaux locaux. Pour la HAC, c'est le chef antenne régional Borgoa Liboré de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Richard Komidafia, qui a lancé les travaux du dit atelier prévu pour durer toute la semaine. Parlons à présent éducation. Quel modèle de collège le Bénin a-t-il besoin pour répondre aux exigences du monde en mutation? La problématique est au cœur d'une réflexion engagée par le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Un atelier a démarré à cet effet hier à l'Infosec de Cotonou. Jérôme Rongbo nous restitue les travaux. Quel modèle de collège au Bénin? C'est un atelier de réflexion qui devrait permettre d'esquisser les grandes lignes de la vision sectorielle du modèle d'établissement secondaire au Bénin. Et pour partager les expériences, les experts du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France ont été conviés à cette rencontre de 48 heures. Je n'ai aucun doute, vu la qualité des personnes ici présentes, que les objectifs assignés à l'atelier seront atteints au-delà de toute espérance, et que les conclusions qui seront relatées dans les rapports de l'atelier serviront de balises pour la suite des travaux sur le modèle de collège qui doivent nécessairement déboucher sur un document cadre. Le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin est financé par l'Agence française de développement à hauteur de plus de 6,5 milliards de nos francs. Il convient de préciser que les interventions cumulées de l'AFD ces 3 dernières années au profit du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle sont estimées à 53 millions d'euros et contribuent à soutenir l'enseignement général et la formation professionnelle à travers la construction de 1000 salles de classe dans les collèges et de 6 lycées techniques et un meilleur pilotage du sous-secteur. La France est résolument engagée aux côtés de l'AFD et du gouvernement béninois dans la réalisation clé de l'objectif de l'amélioration des performances de l'éducation. 5e axe stratégique du programme d'action du gouvernement, clairement lié, et c'est intéressant, au pilier de la transformation structurelle de l'économie. Le projet contribuera également à construire des salles de classe modèles dans 6 départements du Bénin pour la phase pilote. C'est la fête du livre au Bénin avec l'ouverture de la semaine du livre béninois de jeunesse, la Célibège. Livre et amitié, un livre, ça se partage. C'est autour de cette déclaration que vont converger les échanges prévus cette semaine dans le cadre de la journée des livres. L'association Célibège et ses partenaires ont ouvert hier le Salon des livres. Objectif, promouvoir le livre et amener le public à aimer le livre. Gloria Oni, Jérôme Rongbo et Monique Doron. La jeune fille ne peut plus avoir assez. Inculquer la lecture dès le bas âge, c'est construire une nation. L'association Célibège l'a si bien compris qu'elle a procédé ce mardi à l'ouverture du Festival des livres. Une ouverture du salon qui permettra à toute personne, surtout les enfants, de compétir et de gagner des livres.
Le savoir, la connaissance, l'acquisition de tous les éléments qui leur permettent de développer leur intelligence passe par l'écrit. Et bien qu'il y ait la télé et aujourd'hui plusieurs autres médias, l'écrit est incontournable. Parce que le livre a des vertus et des qualités qu'on ne peut pas retrouver auprès des autres médias. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout porte à croire que les livres ne forment plus. Or, il faut révéler aux jeunes les vestiges contenus dans les livres. Le Festival du Salon du Livre est ouvert ce mardi et il prendra fin le 18 février prochain. La dictée revient dans les programmes d'études dans les enseignements maternels et primaires. La matière, vous le savez, avait été en veilleuse depuis l'avènement du programme Approche par compétences APC. Et depuis ce retour, quel pourrait être l'impact de la réinsertion de la dictée dans les programmes d'études? Une de nos équipes s'est intéressée au sujet. Suivez ici le reportage de Rebecca Kenjaroundé et de Brice Chibozo. Les devoirs sont terminés. Seule la voix de l'instituteur porte à l'heure de la dictée dans cette classe de CM2 à Calavi. Un exercice quotidien qui oblige ses candidats à l'examen du certificat d'études primaires à renforcer leur niveau en conjugaison et en grammaire. Les femmes sont allées au marché. Je veux seulement aller. Qui est le participe passé? Les femmes sont allées au marché. Je veux aller. On était sur l'endroit. Pose la question, qui est-ce qui est allé? Ce sont les femmes. Oui, il a eu beaucoup d'améliorations. Déjà, dans les devoirs d'expression écrite, nous constatons que les enfants font moins de fautes qu'auparavant. Avant, ils écrivaient au son. Maintenant, ils se donnent un peu. Ils essaient de se rappeler certaines règles pour limiter les fautes. Les bienfaits de l'énergie solaire. Point à la ligne. Des fautes, cette écolière n'en fait pratiquement pas. Elle planche pour servir de modèle pour ses camarades. Son secret est tout simplement dans les livres. Pour améliorer mon niveau en français, je lis des livres. Je lis Finaillon 5, IPAM, je lis et j'écris, Manuel de français CM2. La réinsertion de la dictée dans les programmes d'études au Bénin, 5 mois après, porte déjà ses fruits. Éducation toujours, plusieurs parents, vous le savez, inscrivent leurs enfants dans des écoles confessionnelles. Ceci, même quand les confessions religieuses ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui peut motiver un tel choix? Mylène Fanou et Calvador Arwanou se sont intéressés à la question. Suivez le reportage. Ici, nous sommes au complexe scolaire Saint-Augustin de Cotonou, une école confessionnelle qui pourtant abrite des apprenants de plusieurs religions. Les écoles confessionnelles sont des écoles, n'est-ce pas, où il y a un certain sérieux, n'est-ce pas, par rapport aux autres établissements. Quand vous prenez pratiquement toutes les écoles confessionnelles, le travail qui est fait n'est pas le même par rapport aux autres établissements privés. En plus du programme d'études prescrit par le système éducatif, les élèves bénéficient d'un suivi moral et religieux. Nous tenons compte de plusieurs aspects de l'individu. Non seulement on tient compte du plan intellectuel, le plan physique, moral et aussi spirituel. Malgré le bon rendement de ces établissements, certains parents ont préféré inscrire leurs enfants dans des écoles publiques et ou privées simples pour des raisons bien précises. Moi, j'ai inscrit mes enfants pour le cours primaire totalement à l'école publique. Le vrai problème qui se pose par rapport aux écoles privées, il y a affaire de moyens. Nous apprenons de part et d'autre qu'il y a des enfants même qui vont avec de l'opium et qu'ils fument dans la cour, dans les vergers et autres. En tant que parents, on préfère inscrire nos enfants dans les écoles privées parce qu'on constate même que les enseignants eux-mêmes qui tiennent, il y en a qui tiennent les classes où se trouvent leurs propres enfants et au lieu de les amener dans leur propre classe, ils préfèrent les inscrire, les déposer dans une école privée avant de revenir dans leur propre école. On a toujours pensé que dans les écoles confessionnelles, il y a une rigueur chrétienne
ou musulmane, ou une rigueur tout simplement moderne qui vient se greffer à ce qui est fait du point de vue de l'État. La création des écoles confessionnelles remonte à plus d'un siècle. Dès lors, elles ont su s'imposer par leur rigueur et leur sérieux au travail. Interactualité à présent, au Gabon, le gouvernement vient de faire un pas de plus vers le dialogue national. Un proche de Jean Ping, René Ndemenzo Obiang, est disposé à accepter la main tendue du pouvoir. Voici le reportage. Le gouvernement gabonais fait un pas de plus vers le dialogue national. Le président Ali Bongo Ondimba a signé en début de semaine un décret qui met en place la commission pour le dialogue national, promis au lendemain de la confirmation des résultats de la dernière présidentielle par le Conseil constitutionnel. La structure de la dite commission prévoit 40 membres. La moitié sera issue de la majorité et l'autre de l'opposition. Problème. Alors que le pouvoir avance que la quasi-totalité des partis politiques sont disposés à prendre part aux discussions, les principaux leaders de l'opposition se montrent ouvertement hostiles à cette initiative, en commençant par Jean Ping. Le candidat arrivé deuxième lors de la présidentielle d'août dernier selon les chiffres officiels revendique toujours la victoire. Ses proches assurent qu'il n'ira jamais au dialogue organisé par le camp d'Ali Bongo. Même son de cloche chez son allié Zakari Miboto, le président de l'Union nationale. Il a réaffirmé sa position devant ses militants lors d'une réunion publique samedi. René Ndemenzo Obiang, un autre soutien de Jean Ping pendant la présidentielle, se montre quant à lui disposé à accepter la main tendue du pouvoir. Et puis, suite au rapport mondial de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, l'Angola devance le Nigeria. Sa production se situe entre 1,65 et 1,62 millions de barils par jour, contre 1,58 millions de barils pour le Nigeria. Reportage. L'Angola, premier producteur africain de pétrole devant le Nigeria. L'information a été rendue publique en même temps que le rapport mensuel de l'OPEP sur la production mondiale de l'or noir. La production actuelle de l'Angola se situe entre 1,65 et 1,62 millions de barils par jour en fonction des sources. La production du Nigeria s'évalue quant à elle entre 1,58 et 1,6 millions de barils. Le géant ouest-africain continue de se relever d'une année 2016 difficile, marquée par des attaques d'oléoducs. L'Angola regagne sa place de premier producteur après l'avoir cédé en décembre au Nigeria justement. Les deux économies comptent parmi les plus importantes du continent et dépendent fortement des revenus du pétrole. Alors que les cours du baril tendent à repartir à la hausse, l'OPEP observe toutefois l'amélioration des performances économiques du Nigeria, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Parlons à présent de faune. Le crocodile africain à museau mince est menacé de disparition. Les rares espèces existantes sont dans un zoo en Côte d'Ivoire. Les conservateurs invitent les autorités à œuvrer pour sa survie. Regardez le reportage. Dans la lutte pour sa survie, le sort du crocodile d'Afrique de l'Ouest repose sur un zoo au cœur de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Un zoo confronté à un avenir incertain il y a quelques années. Cette espèce de crocodile à museau mince, nouvellement rapportée, a été découverte par un scientifique américain dans le zoo lui-même et un programme de reproduction improvisé a été mis en place. Essentiellement, nous avons regardé certaines œuvres littéraires historiques. Je ne parle pas de 20 ou 30 ans, je veux dire qui datent de 150 ans. Certains des tout premiers historiens écologiques britanniques et français en savaient beaucoup sur les crocodiles et ceux qu'ils décrivaient comme des espèces uniques. Tialama, qui y a travaillé pendant près de 25 ans, était l'une des rares personnes dévouées qui ont bravé la violence pour nourrir et soigner les animaux. Bien sûr, il n'y avait rien. Surtout les primates, là, ils aiment les feuilles, les papayes. On était obligé de sortir du zoo pour aller chercher. Il y a des éléments, ils travaillent avec eux, ils enjambaient des cadavres pour aller chercher. Sans ça, qu'est-ce qu'il va manger? Il n'a pas demandé à être là. Le zoo a également un programme d'élevage pour les crocodiles et reçoit l'aide d'organisations partenaires aux États-Unis. Jusqu'à présent, les efforts de reproduction ont permis à environ 40 jeunes crocodiles de voir le jour. C'est un institut très important pour l'avenir de l'espèce. Cela signifie que nous avons le potentiel de vivre le rêve de cette équipe dans les années 80 et de réimplanter l'élevage en captivité, de prendre ces bébés et de les remettre dans un environnement sauvage pour le repeuplement des zones qui ont disparu ou l'augmentation des espèces en voie d'extinction. Certains d'entre eux ont maintenant 2 ans
Echerley négocie avec le gouvernement pour les réintroduire dans la nature, d'abord en Côte d'Ivoire, puis ailleurs en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, pas plus de 1500 crocodiles d'Afrique de l'Ouest à Museau-Mince sont présumés exister dans la nature, dispersés sur un territoire s'étendant de la Gambie au Nigeria. Le secrétaire américain à la Défense a effectué ce mercredi son premier voyage en Europe. James Mattis est allé rassurer ses alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN quant aux prises de position de Donald Trump. C'est son premier voyage en Europe en tant que secrétaire à la Défense. L'Américain James Mattis est arrivé à Bruxelles pour une réunion avec ses 27 partenaires de l'OTAN. Objectif, rassurer des alliés inquiets des prises de position de Donald Trump, notamment à l'égard de la Russie. Le secrétaire général de l'Alliance s'est néanmoins voulu consensuel. Tant que nous serons forts, tant que nous serons unis, tant que nous serons prévisibles, nous pourrons avoir un dialogue politique avec la Russie. Donc, je me félicite du dialogue entre l'OTAN et la Russie, mais aussi évidemment entre les alliés de l'OTAN, États-Unis compris, et la Russie. Parmi les déclarations choc du président américain, celle qualifiant l'OTAN d'obsolète a marqué les esprits. James Mattis a depuis réaffirmé l'ancrage de Washington dans l'Alliance Atlantique. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que de la réalisation vous remercie de l'avoir suivi et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 23h. Le programme prévoit à partir de 20h45 le match Bayern de Munich-Arsenal de la Ligue des Champions. Le point du Conseil des ministres également ainsi que le journal du soir, c'est à 23h. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bonne suite des programmes. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.